Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Yann Géano, bonjour. Bonjour. Le président de Laforêt France. Tiens, je commence souvent par là. Le mot impact, qu'est-ce qui signifie pour vous ? Beaucoup de choses, puisque de l'impact, on en a. Impact sur le logement des Français, sur la vie des Français, sur le début d'une carrière, sur des moments parfois de vie complexes. Impact sur la transition et également du bâtiment, du logement. Je pense qu'on va en parler. Évidemment, on va détailler ensemble. Ça, puisque vous êtes, je crois, le premier réseau immobilier qui a été labellisé enseigne responsable. Donc on va parler détailler de ça. tout ça. Et puis impact sur la création d'entreprises et sur l'emploi, puisque nous sommes un franchiseur, donc nous accompagnons des entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise et recruter. Derrière ça, il y a presque le rôle social, économique, mais aussi le rôle social, sociétal de l'entreprise. C'est ce que j'entends dans votre réponse. Exactement, un rôle sociétal, un rôle d'ascenseur social. On vient de fêter nos 34 ans et nombreux sont les collaborateurs, les collaboratrices qui sont rentrés dans le réseau pour être commercial, qui ont gravi les échelons et certains aujourd'hui sont à la tête d'entreprises qui fonctionnent plutôt très bien. Oui. Avec un réseau de franchises immobilières de plus de 700 agences aujourd'hui, environ 25 000 ventes et 25 000 locations par an, un chiffre d'affaires 2024 affiché pour Laforêt Franchise de 24 700 000 euros. Vous dites que la franchise est une boussole en période de tempête. J'ai bien aimé cette expression. Pourquoi ? Les Français aujourd'hui font face à une crise de l'accès au logement sans précédent, puisque les 3 voies d'accès au logement qui sont le logement social, la primo-acquisition, donc devenir propriétaire pour la première fois, ou le logement classique privé, sont totalement embouteillés. C'est vrai que dans ce contexte-là, les Français, plus que jamais, viennent voir une marque qu'ils connaissent depuis 34 ans, une marque française, une marque des territoires, de métropole et d'outre-mer, et ont ce privilège de pouvoir pousser la porte d'un commerce de proximité à côté de chez eux, de pouvoir se confier, de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Parce qu'une boussole, ça donne un cap, ça aide à choisir un bon cap. Exactement, dans son parcours personnel. Et le logement est intimement lié au parcours personnel. Pour débuter sa carrière, lorsqu'on se met en couple, qu'on a une famille qui s'agrandit, que parfois on décide de se séparer, qu'on doit se rapprocher de parents qui sont dépendants, qu'on doit gérer une succession. Vous accompagnez des étapes essentielles de nos vies, en fait. Toutes les étapes de la vie. Trouver un logement pour faire des études, on en parle beaucoup. Trouver son premier logement pour prendre son premier job également. On est présent à toutes ces étapes de la vie. Alors, on va parler de cette crise de l'immobilier. Vous l'avez dit, il y a une sorte de thrombose, de blocage. Elle dure d'une certaine façon. Est-ce que vous commencez à avoir un peu d'expérience chez Laforêt du secteur ? Est-ce que vous avez souvenir d'une crise qui a duré, qui s'est étiré aussi longtemps dans le temps ? Non, j'ai pas le souvenir parce que en fait, on s'est enfoncé progressivement dans cette crise de l'accès au logement, du fait de contraintes réglementaires, du fait des taux également d'emprunt qui ont évolué, du coût de l'immobilier, de l'aménagement du territoire, et au fil des années, on n'a pas vu de solution pragmatique émerger, mais à contrario, des contraintes réglementaires qui se sont multipliées et qui étaient finalement inverses aux intérêts des Français qui recherchent un toit. Alors vous dites même, je vais vous citer, il n'y a dans notre pays aucune vision pour créer de la croissance, les investisseurs ont été découragés, on leur a tapé dessus avec la taxe foncière, l'encadrement des loyers, la loi climat et résilience. Alors bon, ça risque de continuer avec le budget 2026, que je ne sais pas s'il faut l'attendre quand on voit le concours Lépine de la fiscalité auquel on assiste à l'Assemblée nationale. Alors, il y a plusieurs réactions possibles. Vous vous dites, il n'y a plus rien à attendre des politiques, on taille la route sans eux. Comment vous... Ou alors, quand même, on espère un regain de lucidité et de responsabilité. Comment vous réagissez ? On espère toujours, évidemment. On travaille, on fait du lobbying. J'ai pu m'entretenir avec le nouveau ministre du Logement il y a quelques heures. Il est bien conscient des enjeux. C'est un élu local, c'est un maire avant tout. Donc il sait à quoi ses administrés sont confrontés en logement. Et puis on a eu quand même dernièrement des ministres des ministres du logement, avant aussi, qui ont compris les enjeux. L'enjeu de l'investissement locatif, il est essentiel parce que faut quand même rappeler quelque chose qui semble évident, mais pour qu'il y ait des locataires,
il faut qu'il y ait quelqu'un qui investisse et qui achète un logement pour le mettre sur le marché. Alors, ça pourrait être le rôle de l'État avec le logement social, mais on sait que l'État n'a plus les moyens de financer le logement social. Ce sont donc les particuliers. Et les particuliers, on les matraque, on ne les reconnaît pas comme un acteur du logement, et c'est ce qu'on demande. Et la précédente ministre du Logement avait identifié ce que l'on réclame depuis une décennie maintenant au moins, le statut de bailleur privé, c'est-à-dire reconnaître que l'investisseur particulier a un statut avec une fiscalité lisible. Et ça éviterait qu'il se décourage. Ouais. Mais derrière ma question, on peut se demander si la sortie de crise, pour vous, elle dépend du gouvernement ou d'un gouvernement, parce qu'il y en a eu tellement des gouvernements depuis bientôt 1 an et demi. Alors, la réponse ne va pas être une réponse de Normand, mais en tout cas une réponse assez mitigée, puisque paradoxalement, le marché immobilier, je ne parle pas de l'accès au logement, mais le marché immobilier a retrouvé des couleurs à l'été 2024, au moment de la dissolution. Et il n'a cessé de se redresser malgré la censure d'un gouvernement en fin 2024, malgré la défiance d'un autre gouvernement cette année, le Cornu 1, le Cornu 2. Les Français compartimentent. Ils ont d'un côté leur vie, on remplit le réservoir de son véhicule, on remplit son réfrigérateur, on s'occupe de scolariser ses enfants et on a un projet immobilier, on regarde les taux, on regarde les prix, on y va et malheureusement on a le sentiment que les Français, eux, ont voté la défiance envers les politiques depuis des années. Donc oui, on attend des choses pour débloquer. Il y a des décisions fortes à prendre pour débloquer, d'aménagement du territoire, de statut du bailleur privé, d'aider les primo-accédants. Mais le marché, depuis longtemps, s'autorégule, travaille lui-même. Les professionnels également vont chercher des solutions que nos gouvernants n'arrivent pas à nous apporter. Alors, on va parler de ce label, là, premier réseau immobilier labellisé, enseigne responsable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce label? Il y a un audit sur les critères ISO 26000. En fait, c'est une idée qu'on avait en tête depuis un moment, de se dire on fait des affaires, on fait de l'immobilier, et ce n'est pas un gros mot de faire de l'immobilier et d'aider les Français à se loger et d'avoir des rémunérations face à ça et des honoraires face à ça. Mais on joue également un rôle. On soutient des associations, beaucoup d'associations depuis des années. C'était peut-être un peu décousu. Donc, on a voulu à un moment savoir ce qu'était vraiment la RSE. Puisque pour beaucoup, la RSE, ça se résume à rouler dans un véhicule électrique ou en trottinette et à ne pas trop consommer d'énergie, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est son rapport au tiers, son rapport aux collaborateurs, les partenaires, les consommateurs, etc. Donc, on s'est lancé dans cet audit un peu fou qui a été extrêmement chronophage. La préparation de l'audit jusqu'à la délivrance et au passage, la première fois, ça a été vraiment 6 mois de travail acharné. Il faut tout mesurer. Les prestataires avec lesquels on travaille, ils sont certifiés, les travaux, les matériaux qu'on utilise chez nous, les matériaux recyclés, les matériaux qui émettent des gaz à effet de serre, nos relations aux consommateurs, nos relations aux tiers, aux partenaires, l'équipement de nos agences, l'équipement de notre siège. Donc beaucoup de travail. On a eu ce premier label et on l'a renouvelé. On vient de le renouveler là récemment. Alors, on est un peu plus aguerri à ce processus-là, donc ça prend moins de temps, mais ça prend quand même un mois à ce moment-là pour réactualiser tous les indicateurs. Mais dans un contexte de crise, est-ce que c'est une priorité? Non. Enfin, vous voyez, dans le secteur de l'immobilier, pas seulement pour la Forêt France. Je crois que c'est une construction de marque. Vous en parliez tout à l'heure. La Forêt, c'est une marque extrêmement connue, extrêmement reconnue, qui génère de l'empathie, qui génère de la confiance dans un métier où on a besoin de confiance et qui se doit d'avoir également une partie avant-gardiste qui peut être de l'innovation technologique, mais qui peut être également sur le rôle sociétal que chaque entreprise joue dans notre pays, d'un grand groupe au commerçant local, parce que ça a aussi un effet sur le recrutement. Les jeunes générations sont très sensibles à ça, et aujourd'hui, pour recruter dans nos agences, on se doit aussi de se positionner face à ces enjeux et d'apporter des solutions. Si on prend, je veux bien quelques exemples. Vous disiez les matériaux, la recyclabilité, enfin voilà, peut-être, tiens, quand on fait un audit, le levier le plus efficace
C'était lequel? Si je parle du E de RSE, c'est-à-dire de l'aspect environnemental. Alors, paradoxalement, dans nos agences, puisqu'on a audité par l'intermédiaire de Commission Transition Énergétique au MEDEF, on a audité plusieurs de nos agences, un panel d'une demi-douzaine d'agences, justement pour aller voir où est-ce qu'on pouvait progresser localement dans nos agences. Et à notre grande surprise, on ne s'y attendait pas, c'est sur ce qu'on appelle la pollution numérique. On a un réel axe de progression, on échange beaucoup de documents, on échange beaucoup d'emails. Un candidat à la location nous envoie son dossier, on le fait suivre au propriétaire ou à une compagnie d'assurance pour voir s'il est éligible. On échange des actes de propriété, on échange des bons de visite et il y a une consommation extrêmement importante de data. On sollicite des serveurs qui sont parfois... Ça fait tourner des data centers, ça fait tourner des data centers. Ouais. Donc, on explore aujourd'hui des solutions pour, par exemple, transformer des fichiers lourds qu'on va rappeler, des emails qu'on va rappeler en PDF qui vont être beaucoup plus légers et qui vont alléger aussi la consommation. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Évidemment, on pensait enseigne, consommation électrique, véhicules, mailing papier. Flotte de véhicules, exactement, etc. Mais c'est pas là qu'on a l'enjeu le plus important et le levier le plus important, assez paradoxalement. Ouais. De l'importance de faire un audit. Souvent, on a ce type de réaction et de surprise. Je voudrais qu'on parle de la Fondation La Forêt qui joue quand même un rôle assez central dans cet engagement. Quelles sont ses missions principales? Alors, ces missions, c'est mieux vivre ensemble. Alors, c'est très large. Mieux vivre ensemble, ça adresse aussi bien le logement, mieux vivre dans son logement, que l'environnement, que le patrimoine, que l'inclusion. Donc, la Fondation La Forêt, elle porte des projets structurants qui sont maintenant récurrents. On a créé cette fondation en 2022. La reforestation en France, pour la forêt, ça tombe plutôt bien. En France, ça tombe aussi plutôt bien. C'est important pour nous. Les forêts qui ont été dévastées par des tempêtes, les forêts qui ont été cannibalisées par des scolites et les arbres qui sont en train de mourir les uns derrière les autres. Donc, on aura replanté quand même, à la fin de l'année, 200 000 arbres en France. Donc ça, c'est un projet structurant, un projet important. On lance des appels à projets dans notre réseau pour soutenir des actions locales. On a soutenu dernièrement l'antenne de Calais de la Société nationale des sauveteurs en mer, avec qui on a cofinancé des équipements, un taux pour un bateau, un ponton. Et puis également, on a pour l'accès au logement des causes qui nous touchent particulièrement, qui sont l'accès au logement pour les jeunes, et puis le logement également de nos anciens. Alors justement, l'accès au logement, tiens, ça rejoint la question que Nicolas Froissart, qui était à votre place la semaine dernière, directeur général de l'association Espace, a choisi de vous poser. On l'écoute tout de suite. Bonjour Yann, j'avais une petite question pour vous. On sait à quel point les questions de logement sont importantes aujourd'hui dans notre société. Je voulais savoir ce que votre groupe faisait pour faciliter l'accès au logement pour toutes et tous, et y compris les plus vulnérables d'entre nous. L'accès au logement pour les plus vulnérables, qu'est-ce que vous faites? Alors, premier exemple concret, les jeunes. Et les jeunes, et notamment les jeunes étudiants ou jeunes actifs qui cherchent un logement en location, logement qui est très, très onéreux. On soutient une association qui s'appelle Ensemble 2, le chiffre 2, Génération, qui est un Tinder immobilier, entre guillemets, qui met en relation des anciens, des seniors, souvent seuls, avec des jeunes, et qui va les matcher selon les centres d'intérêt. Donc, on va avoir un ancien qui a été joueur de tennis ou qui est passionné de tennis. On va lui proposer en locataire, enfin cette association en l'occurrence, des jeunes qui jouent au tennis. Et le loyer du jeune, qu'il soit actif ou étudiant, est modéré selon son interaction avec le propriétaire. Il y a une obligation de partager au moins un repas par semaine, mais plus il va partager de temps avec le propriétaire, plus son loyer va être dégressif. Et il y a 3 niveaux de loyer, donc ça c'est super astucieux. On est extrêmement fan de tout ça. Et puis, on soutient des associations pour les femmes battues, pour celles et ceux qui ont des difficultés pour accéder au logement. On était à un dîner caritatif en début de semaine, justement pour soutenir une association qui a récolté au global
près de 60 000 euros pour justement acheter des logements partout en France et pouvoir les proposer à ceux qui aujourd'hui sont dans une phase ou une passe difficile et ont besoin de trouver un logement. Est-ce que vous êtes un acteur du logement social ? Non. Pas du tout. Non, absolument pas. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas dans votre ADN. C'est pas notre ADN, c'est pas notre histoire. Mais on a quand même ce pas de côté pour aider par l'intermédiaire du logement. Je prends un autre exemple. On a aidé en Corse une association qui s'appelle l'INSEM, qui va aider les familles dont les enfants vont venir se faire opérer en métropole, qui n'ont pas de logement. L'INSEM achète des logements à côté des grands hôpitaux de Marseille ou de Paris pour loger les familles quand leurs enfants sont opérés ou suivent des interventions pour des pathologies extrêmement lourdes. Autre engagement, on est toujours dans le périmètre de la Fondation La Forêt, des engagements en faveur de l'inclusion. Là, je veux bien que vous nous expliquiez également ce que ce mot inclusion, on a parlé du sens du mot impact pour vous, ce mot inclusion, qu'est-ce que ça signifie pour la forêt ? L'inclusion, alors évidemment, ça revêt beaucoup de facettes, mais on va prendre un exemple concret qui se passe maintenant dans toutes nos agences de Normandie, qui soutiennent un projet qui s'appelle la Cravate Solidaire. La Cravate Solidaire, c'est une récolte de vêtements, de travail, de chemises blanches, de costumes, de chaussures, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une tenue professionnelle pour passer un entretien. Voilà. Et la Cravate Solidaire, ça va plus loin. Il y a des coachs également dans cette association qui va coacher celles et ceux qui veulent venir ou revenir vers le marché de l'emploi, qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas nécessairement comment se déroulent des entretiens. Donc ça, c'est du concret et c'est comme ça qu'on aide, par exemple, à l'inclusion. Vos besoins de recrutement, puisqu'on parle j'y pense là en vous entendant parler d'entretien d'embauche, vous êtes un secteur en tension, oui, non, alors on peut dire que presque tous les secteurs ont été en tension, mais est-ce que vous avez encore aujourd'hui des difficultés de recrutement ou pas forcément ? Oui, comme tout le monde, on a des difficultés de recrutement. Alors, on fait plusieurs métiers. Les métiers qui ont souffert le plus, qui est le métier de la vente, ces dernières années, en 2023, qui a souffert fortement. On fait de la location, vous l'avez dit tout à l'heure. On fait de la gestion locative, du syndic de copropriété, donc avec des profils très différents. Sur les métiers commerciaux, j'étais sur un salon pendant quelques jours et on voit de nouveau les jeunes qui ont les yeux qui brillent. Quand on leur parle d'immobilier, on avait un corner recrutement. On a reçu beaucoup de jeunes qui veulent se former, qui veulent travailler dans les métiers de l'immobilier. Et on a des besoins, évidemment, de métiers et de profils commerciaux. Est-ce qu'il faut changer, pardon de vous interrompre, mais est-ce que, parce que il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent ici et qui disent, finalement, face à ces tensions, on s'est posé la question de nos biais de recrutement, de nos filières de recrutement, en se disant il faut qu'on élargisse un peu le spectre. Est-ce que vous êtes aussi dans cette démarche ou est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà depuis plusieurs années ? On le fait évoluer au fil du temps. Les critères, évidemment, évoluent. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans des fonctions commerciales, la majorité des candidats sont des clients. Presque de l'enseigne ou de la marque ou du réseau qu'ils vont rejoindre. Donc, il faut séduire ces clients, il faut leur apporter un projet d'entreprise. On parlait de la RSE et ça en fait partie. Il faut leur bâtir une politique de rémunération qui soit adaptée, une politique de formation, de montée en compétences, de reconnaissance. Donc, c'est un travail régulier. On a des commissions qui travaillent tout le temps avec des chefs d'entreprise franchisés chez nous, avec des collaborateurs du siège qui travaillent tout le temps pour affûter, affiner les offres, les tendances, voir pourquoi on ne vient plus chez nous, voir pourquoi on nous quitte. Aussi, c'est très important avoir ce contact avec un collaborateur qui nous quitte. Pourquoi nous quitte-t-il et que devons-nous améliorer ? Est-ce que ça suppose de lancer une ou des campagnes de recrutement pour une marque connue des Français comme La Forêt ? C'est constant. C'est constant. Même vous êtes obligé de le faire. Nous sommes en recrutement permanent sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'on va capter les contacts. Il y a des campagnes régulières d'achat de mots-clés, de sponsoring, des témoignages, de diffusion de contenu pour dire à celles et ceux qui sont en phase de recherche ou qui s'intéressent en tout cas à un nouvel emploi, dire dans l'immobilier, il se passe des choses. Il n'y a pas que les métiers commerciaux, il y a des métiers de comptables, il y a des métiers de management intermédiaire, il y a des métiers de technicien du bâtiment, et puis on peut devenir son propre chef d'entreprise également. Donc ça, c'est constant, tous les jours, on est sur ce travail-là. Mais peut-être qu'il y en avait moins besoin au moment juste après la crise Covid, parce qu'on a vu énormément de
de Français se posaient des questions sur le sens de leur travail, etc. Et alors qui se sont transformés en agents immobiliers. Il y en a pas mal qui sont revenus en arrière, qui ont déchanté. Comment vous avez appréhendé cette période un peu particulière quand même du secteur? Très particulière. C'est vrai que l'année 2020 a été un point bas en termes de vente. On s'en souvient toutes et tous maintenant. Et derrière, on a eu un rattrapage. Rattrapage parce qu'il fallait rattraper les ventes et les achats qui ne s'étaient pas faits. Et puis parce que tout le monde cherchait. Et puis parce qu'il y avait une nouvelle aspiration. Jardin, etc. Exactement. On voulait aller vivre en région, on voulait une terrasse, on voulait un jardin. Donc, on a eu un marché qui a dépassé allègrement le million de transactions, alors qu'on était plutôt avant sur un trend entre 850 000 et 900 000. On a frôlé les 1 200 000 transactions. Donc, c'est vrai que le gâteau a grossi soudainement et que ça a généré beaucoup de vocations. Certaines ont été pérennes et d'autres ont été extrêmement ponctuelles parce que le métier de l'immobilier ou les métiers de l'immobilier, ce sont des métiers avec une technicité, avec une formation. Non, il faut 2 ans pour un BEP de coiffure, par exemple. Et ben dans l'immobilier, il faut aussi 2 ans pour avoir commencé à maîtriser son métier. Ouais. On est revenu à quel niveau? Puisque vous disiez on avait atteint ce pic là des 1 200 000 transactions, on est revenu à quel niveau? On va dépasser 900 000 transactions au niveau France cette année, ce qui est le trend normal. Donc le marché immobilier... Il a retrouvé une forme de normalité. Il a retrouvé une normalité. L'accès au logement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est d'autres choses. On a toujours cette problématique vers les populations de primo-accédants qui ont des difficultés à réunir leur apport, vers les locataires. Étant donné que les primo-accédants, ceux qui sont censés devenir propriétaires, restent dans leur logement et qu'on a moins d'investisseurs. On a également une problématique avec les locataires, 16 ou 17% des candidats qui ont leur Parcoursup, qui par exemple ne vont pas choisir les formations dans lesquelles ils ont été retenus parce qu'ils n'ont pas de logement. De la mobilité professionnelle qui ne se fait pas non plus parce qu'il n'y a pas de logement. On a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui viennent nous contacter en disant il faut qu'on trouve un deal avec vous, Laforêt. On veut peut-être maintenant acheter de l'immobilier pour avoir des vendeurs dans nos boutiques parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Donc, enjeu très, très fort du logement dans notre pays. Je voudrais revenir sur les enjeux environnementaux, les enjeux globaux du secteur de l'immobilier, du secteur du bâtiment, qui est un gros secteur émetteur de gaz à effet de serre. Depuis quand vous voyez ce secteur intégrer la question de la transformation, de la décarbonation à sa stratégie ? Oui, alors gros secteur, moi je veux pas relativiser, mais replacer du contexte quand même. Si on additionne le transport, l'agriculture et l'industrie, on a 75% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc le logement, on estime que c'est entre 15 et 20%, mais dans ces 15 à 20%, il y a la construction, qui sont des pics d'émissions, et puis derrière, il y a l'entretien ou l'usage global. Sur la construction, ma question, elle posait plus sur la construction. Vous voyez les méthodes, mais vraiment, je dis la stratégie, c'est-à-dire changer. Il y a la question du réemploi des matériaux, de la gestion des déchets, de matériaux bas carbone. Je recevrai à votre place le patron d'une entreprise qui travaille là-dessus. Est-ce que vous voyez vraiment la stratégie évoluer depuis, je sais pas, une dizaine d'années peut-être? On le voit sur la construction, évidemment, depuis 15 ans, le virage a été pris. Et nous, on est plutôt sur l'entretien avec l'administration de biens. Donc, c'est vrai qu'on sollicite les propriétaires. Il y a un calendrier de rénovation énergétique et on va vers eux, on est proactif. On fait faire des devis, des diagnostics. On leur propose des solutions de travaux. On leur propose des solutions pour aller récolter également les aides dont ils peuvent bénéficier, même s'il y en a de moins en moins. Il y a des aides locales, communales, régionales, départementales, nationales. Il y a des bonus également selon les travaux qu'on réalise. Donc là, on a initié ça, nous, dès 2022 avec un partenaire qui s'appelle Helio. On propose à nos clients aussi un autre partenaire qui s'appelle HelloWatt, qui leur permet, via une application, de piloter, de rentrer leur contrat énergétique et de piloter également leur consommation. On forme nos collaboratrices, nos collaborateurs, nos chefs d'entreprise à la transition énergétique, au coût, au retour sur investissement des travaux qui sont réalisés. Mais ce sujet de la transition et du calendrier de rénovation énergétique, il est très très complexe à aborder. La RSE, on a quasiment parlé que de ça dans notre entretien. Est-ce que c'est un espace d'innovation pour vous, peut-être plus que d'autres ?
c'est un espace déjà de réalisation et d'innovation. Il faut comprendre, et je crois qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire dans notre pays, expliquer toutes les dimensions de la RSE. Une fois de plus, ça ne se réduit pas à rouler dans un véhicule électrique et à l'environnement. Donc oui, c'est un espace d'innovation de se dire, par exemple, comment on va sélectionner maintenant les prestataires avec lesquels on va travailler, comment on va sélectionner les matériaux. Par exemple, dans nos agences immobilières, tous nos matériaux sont fabriqués en France. Maintenant, on sélectionne et on source uniquement des fournisseurs français. Pour ce sujet RSE également, comment on équipe nos agences de systèmes LED, comment on gère l'éclairage des vitrines, on le réduit, comment on séduit davantage les collaborateurs avec de la montée en compétences, avec un parcours qui peut être vertical, qui peut être également horizontal. Bien sûr que c'est un domaine d'innovation extrêmement fort, surtout quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, puisqu'on ne parle que de ça. L'intelligence artificielle, ça offre des opportunités incroyables, par exemple pour piloter nos déplacements. On a des équipes, nous, de consultants régionaux qui se déplacent et qui sillonnent la France. Donc, piloter nos déplacements plus finement, l'IA peut nous aider à le faire, mais de l'autre côté, l'IA est également extrêmement consommatrice de bandes passantes et de données. Et nos audits, nos bilans, nous expliquent que parfois, la digitalisation n'est pas une bonne solution pour la planète et que le bon vieux papier est parfois meilleur. Donc, il faut trouver le curseur et bien le positionner, et ça, c'est pas facile. Merci beaucoup, Yann Géano, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.